Alors aujourd'hui, on s'attaque à un morceau, un recueil de textes, à la fois hyper influent et, disons-le, sacrément ardu. Il s'agit de Feng Noumena, de Nick Land. Et Nick Land, c'est vraiment une figure complexe, très controversée de la philo moderne. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Voilà, ça c'est une phrase qui claque, tirée de ses écrits et qui donne tout de suite le ton. On sent direct l'ambiance, hein. C'est sombre, c'est futuriste, c'est vraiment ça l'œuvre de Land. Un mélange où la philo vient flirter avec la science-fiction et même avec une sorte d'horreur cosmique. En fait, pour piger un peu le personnage de Land, faut d'abord comprendre à quel point il est énigmatique. Sa carrière à l'université, super courte, mais explosive. Et puis, du jour au lendemain, pouf, il disparaît du milieu académique. C'est ce qui a fait de lui une sorte de légende urbaine, un personnage quasi apocryphe, un fantôme quoi, dont les textes continuent de hanter les recoins du monde intello. Et clairement, il ne laissait personne indifférent. Il a réussi à se mettre à dos, à peu près tout le monde. Ses collègues plus classiques, la gauche universitaire et même les conservateurs bien pensants. Ce qui est assez fascinant en y réfléchissant, c'est sa capacité à fédérer tous ses ennemis contre lui. Vraiment, tout le spectre politique était d'accord sur un point, le détester. Bon, revenons un peu en arrière, à ses premiers travaux. C'était une période plus, on va dire, plus académique, où il a décidé de s'attaquer frontalement aux fondations même de la philosophie moderne. Et sa grande question, celle qui va guider toute sa critique du philosophe Emmanuel Kant, c'est ça. Et si, au fond, la philosophie moderne n'était qu'une sorte de plan secret, de blueprint pour le capitalisme? L'idée, c'est qu'il y aurait une sorte de structure commune, un reflet secret entre la grande machine philosophique de Kant et la logique même du capital. Là, on a vraiment deux visions du monde qui s'opposent violemment. D'un côté, il y a Kant, son but, mettre de l'ordre dans l'univers, le cadrer, le rendre lisible. Et de l'autre, on a Land, qui lui est très inspiré par Deleuze et il veut tout le contraire. Il veut faire tout péter, dynamiter la philosophie pour l'ouvrir de force à un chaos total, un chaos qui n'a rien d'humain. Alors, le concept clé ici, c'est celui de synthèse inhibée. Pour que ce soit plus clair, imaginez un instant, le capitalisme, il crée un marché mondial, il abolit les frontières, ça, c'est la synthèse, l'ouverture. Mais en même temps, pour fonctionner, il a besoin de frontières nationales, de passeports pour tout contrôler, ça, c'est l'inhibition, le frein. Eh bien, Land, il voyait exactement cette même logique à l'œuvre chez Kant, ce double mouvement permanent de « on libère et on retient, on accélère et on freine en même temps ». Et c'est là que tout bascule. L'œuvre de Land prend un virage radical et s'oriente vers ses idées les plus célèbres, on va dire. C'est le moment où la philosophie se met à fusionner complètement avec la SF, la théorie critique, la cybernétique. Bref, ça part dans tous les sens. Et ça nous amène à l'accélérationnisme. C'est vraiment le concept central chez lui. C'est une idée assez folle, qui d'ailleurs a refait surface de façon assez surprenante dans certains débats en ligne aujourd'hui. En gros, c'est l'inverse total de la critique marxiste classique. Oubliez l'idée de freiner le système. Non, lui, il dit, il faut appuyer à fond sur l'accélérateur. Pousser le capitalisme dans ses derniers retranchements jusqu'à ce qu'il s'effondre sur lui-même. Et cette phrase, elle est parfaite pour illustrer comment Land se sert de la science-fiction comme d'une boîte à outils philosophique. L'inspiration ici, elle vient tout droit de Terminator. Vous savez, ce paradoxe temporel où le futur envoie des agents dans le présent pour s'assurer qu'il advienne. Eh bien, pour Land, c'est pareil. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est une construction, c'est un champ de bataille. Land va aussi piocher chez Freud, mais pour complètement retourner son concept de pulsion de mort. Pour lui, il ne s'agit pas du tout d'un désir de mourir, c'est une force cosmique, impersonnelle, qui pousse tout à se dissoudre. Et devinez quel est l'agent parfait de cette pulsion? Le capitalisme, bien sûr. Un système qui, dans sa course folle à la croissance, dissout tout sur son passage. Les traditions, les communautés et même la planète. La mort, ici, ce n'est pas la fin du chemin, non. C'est le chemin lui-même, c'est le processus qui défait le monde. Et ce qui est dingue, c'est que pour bâtir son univers théorique, Land ne s'est pas contenté de lire des philosophes. Pas du tout. Il a fait comme un DJ, il a samplé toute la culture de son époque. Le cyberpunk, les films d'horreur, les films de guerre, la musique électronique, comme la jungle, tout y passe. Chaque référence devient une brique dans son édifice philosophique. Le résultat, c'est une théorie qui ne se lit pas seulement, elle se ressent, elle se vit presque. Allez, on avance. On entre maintenant dans la phase suivante, une phase que les éditeurs du livre même qualifient de délire total. Et tout ça va se cristalliser autour d'un groupe de recherche pour le moins expérimental. Regardez cette couverture. Elle est chaotique, intense. Elle représente parfaitement le virage que prend la pensée de Lanso à ce moment-là. Son style d'écriture explose littéralement. Les phrases se fragmentent, le langage se tord sur lui-même. Le but n'est plus de transmettre un sens clair, mais de devenir un véhicule pour des
des intensités pures. Et le moteur de cette phase, c'était le CCRU, le Cybernetic Culture Research Unit. Oubliez le groupe de recherche universitaire classique, bien rangé, c'était bien plus que ça. Pensez plutôt à une sorte de machine de guerre théorique, un collectif qui produisait des textes complètement fous, à mi-chemin entre l'art, l'occultisme et la philo. Et là, accrochez-vous, on arrive à ce qui est sans doute la théorie la plus étrange, mais aussi la plus ambitieuse du CCRU, le géotraumatisme. L'idée, en gros, c'est que toute l'histoire de la vie sur Terre, et même notre propre conscience, ne serait qu'un écho lointain, un symptôme du traumatisme initial, la formation même de notre planète. Dans cette optique, tout, absolument tout, de l'évolution des espèces à une simple douleur dans le dos, tout ça serait une sorte de stress post-traumatique à l'échelle géologique. Notre existence ne serait au fond que la répétition sans fin de cette agonie originelle. Cette citation, elle est incroyable. Elle vient des éditeurs du livre. Et elle résume parfaitement le style de l'époque CCRU. C'est paranoïaque, c'est hallucinatoire, ça sonne presque comme une prophétie. L'idée de révolution change complètement de visage. Ce n'est plus une histoire de lutte des classes menée par des humains, non. C'est une infiltration, une sorte de virus venu du futur, qui opère partout, à tous les niveaux de la réalité. Bon, pour finir, essayons de prendre un peu de hauteur et de regarder l'héritage de Lance. Un héritage, on va le voir, plein de contradictions, mais qui a eu un impact indéniable. Ce tableau y met le doigt sur le grand paradoxe de Land. Comment est-ce qu'on passe du critique acharné des limites du capitalisme à quelqu'un qui semble en faire l'éloge? C'est la grande question. Au début de sa carrière, le but était de pousser le système à s'autodétruire. Et puis plus tard, on a l'impression qu'il célèbre sa puissance d'expansion sans fin. C'est déroutant. 2012, c'est une date qui revient souvent dans ses écrits de cette période. Dans son fameux essai Meltdown, il écrivait qu'en 2012, une sorte de circuit global et numérique atteindrait une densité infinie et ferait basculer toute la modernité. Mais attention, ce n'était pas une prédiction au sens propre, c'était plutôt un outil, un concept de théorie-fiction pour forcer la pensée à aller plus vite, à converger vers un point de rupture imaginaire. Et puis, il y a le dernier rebondissement de l'histoire, le plus ironique peut-être, l'homme qui a passé des années à théoriser la fuite, l'évasion hors de tous les systèmes, eh bien aujourd'hui, il vivrait en Néo-Chine et écrirait des textes qui soutiennent l'un des capitalismes les plus puissants et les plus contrôlants au monde. C'est sans doute ça, la contradiction finale de son parcours. Au final, toutes ces théories, aussi bizarres et abstraites soient-elles, nous ramènent à une question très concrète, une question qui nous concerne tous, aujourd'hui. On le voit bien, la technologie et le capital ne cessent d'accélérer. Alors ce futur qu'ils sont en train de nous construire, c'est quoi? Une libération? Une nouvelle prison plus sophistiquée? Ou alors, quelque chose de complètement différent, une nouvelle réalité qu'on commence à peine à deviner? Franchement, la question reste entière.